j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Timothy Hanem pour ce dialogue du photo collective. Alors, je connaissais ton travail sur l'urbex photographique, les histoires que tu racontes sur ces lieux qui tranquillement s'estompent. Et en fait, c'était vraiment l'occasion, j'avais vraiment envie d'en savoir un petit peu plus aussi sur la part de la photo et ce que représente la photo pour toi. Euh, comment en es-tu venu à ça, vu que dans tes livres, c'est principalement des photos? Euh, comment est-ce que tu as été approché par cette forme d'art? Alors la photo, à la base, moi, comme j'ai toujours plus ou moins fait de l'urbex, j'ai dû faire quelques petites photos argentiques dans les années 90. On les voit un peu au début de mon nouveau livre. Mais vraiment, la photo, c'est quelque chose J'aimais pas trop ça parce qu'il fallait attendre que ce soit développé et tout. Et j'étais vraiment pas Enfin, je suis pas quelqu'un de patient. Donc j'ai pas pu continuer plus que ça dans la photo. Et par contre, quand à la fin des années 90, enfin en 99, le projet Blair Witch est sorti au cinéma et qu'on a beaucoup aimé ça avec des amis. Ça nous a donné envie de visiter des lieux abandonnés à notre tour. Et du coup, j'ai commencé en fait en caméscope, vraiment en D'accord. VHS, en ancienne. Mhm. Et donc, le principe, c'était de visiter des lieux et je les filmais comme ça avant YouTube. Et c'est Mhm. vraiment en 2000-2001, enfin, c'est vraiment en 2001 que j'ai découvert cette fois-ci les appareils photo numériques. Et là, tout a changé. Et instantané, je pouvais faire autant de photos que je voulais. Il n'y a pas besoin que ce soit développé. Et en même temps, parallèlement à ça, il y avait Internet qui arrivait et on pouvait créer des sites Internet. Et je me suis dit, oh, c'est génial, je peux faire des photos, les mettre sur un site, tout ça sans avoir à les faire développer, les imprimer, les scanner, etc., etc. Donc, et là, pour le coup, j'ai beaucoup aimé la photo et je m'y suis intéressé un petit peu plus qu'avant, on va dire. Là, il y a ton dernier projet donc, qui Ouais. s'appelle Glowcland, ce qui reprend 25 ans de ton travail. Euh, Tu racontes des histoires. Donc, et à un moment, je ne sais plus où tu le notes, où tu l'as dit dans l'interview, tu dis qu'il faut laisser parler le passé, laisser parler les faits qui justement s'estompent, qui disparaissent, ces faits humains. Euh, Est-ce que ça explique un peu la manière dont tu abordes la photographie ou est-ce que la photo, tu la pratiques aussi hein, dans un sens plus large? Bah, la photo, je la pratique surtout dans un but à la base documentaire. C'est vraiment pour photographier des lieux qui sont amenés à disparaître et montrer le lieu tel qu'il est. Et du coup, j'essaie de pas faire des photos trop esthétiques avec des Mhm. perspectives un peu déformées ou des effets de dingue. Et je sais pas faire entre guillemets de la belle photo. J'ai des amis qui font ça très bien. Mais moi, mon but, c'est pas de visiter un manoir et de faire trois belles photos. C'est vraiment visiter un manoir et en ramener le plus de photos possible pour qu'on voit comment c'est au rez-de-chaussée, à l'étage, au sous-sol. Et du coup, le texte, c'est un accompagnement de cette visite. Et en fait, mon but, c'est de proposer des visites, vraiment pas juste une photo d'un lieu et que les gens ne savent pas trop comment c'est à l'intérieur. Tu cherches vraiment l'authenticité, le C'est rapport à la vraiment réalité, en fait. l'authenticité. Hmm. Et déjà, c'est l'authenticité en allant voir des lieux qui sont a priori moches et pas trop considérés par les urbexeurs comme des lieux intéressants. Mais quand même les documenter parce que c'est des choses qui vont disparaître et on s'aperçoit que des fois en photographiant des lieux qui sont pas si photogéniques que ça, comparé à d'autres, bah, s'ils sont rasés 3 ans plus tard, en fait, on se rend compte que finalement la photo qu'on a fait, elle a un intérêt mémoriel d'une chose qui n'est plus. Ça me fait penser à ton travail sur les trains, là, ce lieu à Budapest, par exemple. Exactement. Voilà, oui. Donc l'idée, c'est vraiment de documenter et de montrer vraiment les lieux tels qu'ils sont. Et même si le lieu n'est pas, comment dire, n'est pas si photogénique que ça, bah, on y va quand même. Et voilà, quoi, c'est vraiment une approche documentaire. Hmm. Le titre de ton dernier ouvrage, donc je crois que chez Albin Michel, si je ne m'abuse, C'est ça. s'appelle Glauqueland. Le site s'appelle Glauqueland. Pourquoi le terme glauque? J'ai l'impression que c'est souvent poétique, en fait, ton approche des lieux. Alors oui, c'est vrai qu'à force, il y a une approche poétique, mais au début des années 2000, c'est un mot qu'on employait souvent en visitant des lieux parce qu'on pouvait tomber si on visitait un garage abandonné, on pouvait tomber sur comment dire, des fosses ou des endroits où il y avait des liquides un peu bizarres, un peu visqueux, et on voyait ça, on disait, waouh, c'est glauque, dans le sens, Hmm. ça fait peur, c'est bizarre. Et le terme est resté, et au moment de trouver un nom au site, je voulais qu'il y ait le glauque dedans parce que c'est un mot qu'on utilisait souvent. On disait ce soir, tiens, on va faire un glauque. Hmm. Et du coup, j'ai pensé à Disneyland avec toutes les zones, Westernland, Futureland, etc. Et du coup, Glauqueland, c'est le site, la zone des endroits abandonnés. Et c'est vrai que plus tard, j'ai découvert la définition poétique du mot, donc que je ne connaissais pas. Et en fait, ça s'accorde parfaitement bien parce que c'est une sorte de couleur gris, bleu, vert, et c'est souvent les couleurs qu'on voit dans les endroits abandonnés où c'est beaucoup de béton et de végétation
et un peu dos croupi, donc ça correspondait parfaitement en fait. Tu as parlé de cette inspiration de Blair Witch, où on cherche quand même à avoir des sensations, on cherche à créer aussi un lien à une histoire ancestrale, à quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Le mystère dans ton travail, est-ce que tu essaies de créer un petit peu du mystère dans tes images, de la façon dont tu choisis un objet ou un détail? Oui, ça peut être un objet qui est un peu mystérieux, ou par exemple, si je tombe sur une pièce, il y a quelque chose qui m'interpelle, je vais passer un peu plus de temps dans celle-là que d'autres. Mais c'est vrai que le mystère, mais ça va de pair avec le texte en fait, parce que je montre une photo, mais après dans le texte, j'en dis beaucoup plus, et je dis que Mhm. voilà, cette photo, on dirait juste une pièce en bazar, mais en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que si vous regardez bien sur le côté, tout le pourtour de la pièce, il y a une espèce de barre en bois qui circule tout le long de la pièce. Et en fait, c'est ce qui indique que la maison était une ancienne école de danse. Et c'est quelque chose qu'on verrait peut-être pas de premier abord en photo, donc je le dis en texte en fait. Parfois aussi, tu rajoutes, je crois que c'était avec un sanatorium, tu rajoutes aussi des illustrations. Quand tu intègres aussi ton dessin dans ces histoires, est-ce que tu considères ça un peu comme de la photo malgré tout Oui, c'est vrai qu'on peut considérer ça comme de la photo parce que c'est un moyen, l'illustration, de faire une vue, une photo que je pourrais pas faire en vrai. Mhm. Alors maintenant avec le drone, ça peut s'arranger, mais pour certains lieux, il y avait des angles que je voulais choisir pour présenter telle particularité d'un site ou un truc génial. Et en poète, ça pouvait se faire que en dessin. Par exemple, les pièces complètement sombres dans les sous-sols avec le rayon de lumière qui passe à travers un soupirail. Bah, par exemple, c'est quelque chose que je ne sais pas faire en photo, ça. Je ne sais pas, les photos où il y a vraiment des raies de lumière qui font des choses magnifiques. Bah, ça, j'avoue, je suis pas aussi compétent que d'autres collègues pour arriver à faire ça. Du coup, je le fais en dessin. J'ai l'impression vraiment que tu répertories des lieux avec un certain mysticisme malgré tout, ne serait-ce que par leur préalable existence et fonction. Donc, tu essaies vraiment de répertorier quelque part la réalité. Comment est-ce que tu vois la part créative de l'auteur dans la manière dont tu abordes cette réalité? Ou est-ce que tu essaies toujours vraiment d'accorder quelque chose qui soit en objectif? Par exemple, le fait de créer des noms, de donner des noms fictifs au lieu, parce qu'on ne doit pas Mhm. dire où ils sont, sinon les gens peuvent se blesser ou il y a des voleurs, etc. Bah, déjà, donner un nom fictif, ça donne un peu de poésie. Par exemple, comme mon image de profil, voilà, c'est une des colonnes du domaine des trois colonnes. Mhm. Euh, et clairement, ce lieu ne s'appelle pas du tout Domaine des Trois Colonnes en vrai, mais lui donner ce nom-là, ça donne un petit côté mystère parce que les gens peuvent se demander mais pourquoi il y a trois colonnes, ce genre de choses. Donc c'est déjà c'est une sorte de porte d'entrée, comme un titre de livre, qui amène à une certaine poésie. Et par exemple, il y a un lieu dans mon bouquin, dans le premier bouquin, c'est l'hôpital des Trois Oursons. Si je dis c'est l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, bon bah c'est pas, voilà, c'est pas super. Mhm. Mais en disant que c'est l'hôpital des Trois Oursons et que c'était une ancienne maternité, ça crée tout de suite une ambiance, pas d'enfants, de bébés, de l'histoire de Boucle d'Or et les Trois Oursons, ce genre de choses. Donc, on Mhm. commence par là et après, au niveau de la photo, bah, sur place, évidemment, je prends en photo ce qui m'a donné de donner un nom fictif à ce lieu. Quelque part, tous ces lieux un peu abandonnés, donc abandonnés par l'homme, en fait, sont repris par la nature ou par les événements, par le temps. Est-ce que tu penses, outre le plaisir que tu offres à tes lecteurs et à ceux qui voient tes images, est-ce que tu penses que tu participes peut-être à faire perdurer une certaine idée de notre passé et de nos ambitions humaines par rapport à notre planète? Ouais, ça peut montrer que beaucoup de lieux, enfin, on se rend pas compte, mais beaucoup de lieux, oui, sont amenés à disparaître et que rien n'est éternel. Qu'en fait, quand on visite ces lieux, enfin, on peut s'imaginer rapidement ce que pourrait être notre appartement ou notre propre maison à nous dans 50 ans. Alors, c'est pas dit que tout soit amené à devenir comme les urbex, mais ça Mhm. amène à se poser des questions sur le futur. En fait, on a un peu presque l'impression d'être dans le futur d'un univers où la nature aurait gagné, entre guillemets. Et ça amène à se poser des questions, ouais, sur la temporalité des choses, sur l'éphémère aussi. C'est beaucoup l'éphémère parce que l'urbex, on prend en photo des lieux et souvent quand ils disparaissent, ben voilà, on a pris en photo quelque chose qui n'existe plus. Ce qui est un peu différent de prendre en photo des monuments qui sont toujours là pour très longtemps vu qu'ils sont entretenus. Donc il Mhm. y a vraiment un côté, on prend en photo quelque chose qui est amené à disparaître et souvent je vais visiter des lieux et je ne poste les photos que quand le lieu a disparu ou a été réhabilité ou rasé. Mhm. Parce que si je le poste pendant que le lieu est là, ça peut être dangereux pour le lieu. J'avais presque l'impression que ce sont des lieux en liberté. Tu vois, tout d'un coup, on les laisse à leur propre vie et ils Ouais, peuvent. c'est une belle façon de voir ça parce que souvent on parle de la liberté qu'on éprouve nous en les visitant.
Mais c'est Mm. vrai que de parler de la liberté des lieux, ouais, c'est vrai qu'ils sont libres. Alors, je sais pas s'ils sont si libres que ça, mais en tout cas, oui, la nature se charge de faire un peu ce qu'elle veut dedans, en tout cas. Une chose qui m'intrigue beaucoup aussi, c'est que ben, avec l'arrivée d'intelligence artificielle, de ces outils, je pense à Midjourney ou à Dali, est-ce que tu as un avis sur ces outils qui permettent de créer assez facilement des lieux abandonnés qui n'existent pas? Enfin, mon avis, honnêtement, j'attends que ça passe. J'espère que c'est qu'une mode et que ça partira. Parce que c'est vrai que de plus en plus, en fait, sur des pages Facebook ou des comptes d'Urbex, des gens postent des photos de ces lieux. En fait, c'est un peu des comptes qui récupèrent des photos à droite à gauche pour les poster, en créditant ou non les auteurs, mais de bonne foi, j'ai envie de dire, juste pour montrer des Mhm. lieux magnifiques. Mais des fois, ils montrent des lieux qui n'existent pas, en fait, sans se rendre compte qu'ils postent des photos créées par IA. Et je sais pas, je suis un peu partagé. Je trouve que j'ai des collègues qui en font et qui précisent que c'est fait par IA. Du coup, c'est clair et net. Mhm. Mais c'est vrai que quand je vois une photo d'un lieu qui est plutôt joli et que je vois dans les commentaires qu'en fait c'était généré par IA, j'ai une sorte de petite déception parce que l'un des intérêts de l'urbex, c'est de montrer des photos de lieux et de se dire waouh, ça existe vraiment. C'est Ouais. vraiment dans cet état, c'est vraiment accessible, c'est vraiment, on peut vraiment y aller visitable. Et du coup, de montrer des lieux qui n'existent pas, bah ça casse un peu le truc quoi. Moi, quand on voit les photos, je me dis waouh, j'aimerais trop, je vais essayer de deviner où est tel ou tel endroit pour pouvoir le visiter ou pas, s'il est trop loin. Mais il y a une sorte de chasse au trésor. Et là, de Ouais. voir une photo d'un lieu et de se rendre compte qu'après, il n'existe pas, bah, c'est un peu dommage. Mais bon, mais maintenant, j'ai une amie qui fait des montages photos aussi, et elle le précise. Du moment que c'est précisé, ça me gêne pas trop, en fait. Le fait de penser à cette réalité, c'est ça que j'aime aussi assez dans cette sobriété de la technique que tu utilises, c'est de ressentir vraiment il y a un essai de respecter le lieu tel que tu le découvres. Euh, Tu parles, je ne sais pas si c'est sur ton site, tu parles aussi du fait que tu ne t'intéresses pas particulièrement à documenter des lieux qui sont déjà extrêmement connus. Donc tu n'es pas un collectionneur en fait. La photographie, est-ce qu'elle te motive à aller faire de l'urbex ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? On va dire que c'est plutôt l'inverse, ouais. L'urbex me motive à aller documenter un lieu et essayer de ramener de la bonne matière pour faire une page qui fasse un peu honneur à ce lieu qui risque de disparaître. C'est vrai. Mhm. Parce qu'en dehors de ça, c'est vrai que je fais pas de photos, en fait, on va dire. D'accord. Ouais. Et tu fais toujours ça avec ton smartphone ou avec un appareil photo dédié? J'ai un vieux Nikon D5300, donc qui date un peu, qui doit avoir une petite dizaine d'années, Mhm. et qui marche encore très bien, et avec qui j'ai de bons résultats. Mais oui, je suis très content de l'appareil que j'ai. Il n'y a pas de souci. Mais peut-être qu'un jour, je devrais passer un petit peu au-dessus, parce que c'est vrai qu'il est un peu limité au niveau du piqué et du grain. Et quand des gens me contactent pour des magazines ou des bouquins et pour publier deux ou trois photos que je fais et qui me disent qu'elles sont pas assez grandes, la résolution maximale n'est pas Ah assez ouais. grande, je me dis qu'il faudrait peut-être que je passe à autre chose. Euh, Par exemple, pour être un peu technique, mais je shoote pas en RAW. J'ai des amis qui font que du RAW. Moi, je peux pas shooter en RAW parce que mon ordinateur n'est pas assez récent. Donc voilà, c'est simple, c'est ça en fait. Mais c'est intéressant, c'est aussi une contrainte de la réalité, je pense. Tu captures l'instant avec en JPEG ou je ne sais pas quel Voilà, format, mais tu cherches pas forcément à les rééditer derrière ou. voilà, c'est ça. Et ça peut poser des problèmes parfois. Bah, pour le livre Albin Michel, certaines photos, il a fallu pour certaines photos des lieux que j'ai visités il y a une vingtaine d'années, la HD, c'était 1024 par 768. Donc voilà, certaines photos, on n'a pas pu les publier en demi-page, quoi. C'était que des Hmm. petites. Il a fallu les récompenser avec des logiciels comme Topaz pour recréer de la matière parce que c'était un peu trop pixelisé. Mais après, c'est pas très gênant parce que c'est aussi même si elles sont de pas très bonne qualité, c'est aussi des photos d'archives quelque part. C'est un reflet, et puis Évidemment. même Hmm. des photos très anciennes qu'on s'entend, on se plaint pas qu'elles sont de mauvaise qualité parce que c'était comme ça à l'époque. Hmm. Et donc, voilà, c'est marrant maintenant de se dire qu'on voit l'évolution des photos, quoi. Ouais, puis c'est vraiment une prédilection à s'intéresser au sujet et pas forcément à la forme qui est Oui, autour. exactement, oui. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça se trouve, il y avait plus en HD, j'aurais pu faire des photos plus élevées que 1024 768, mais il me semble que c'était ça le maximum à l'époque, hein, vraiment, hein. Juste peut-être pour clôturer notre petit dialogue, est-ce que bon, aujourd'hui tu as une actualité, tu as effectivement un livre qui est des 25 ans d'Urbex en France qui est sorti, mais est-ce que tu veux en parler ou est-ce que tu as d'autres actualités qui.
dont tu aimerais Bah parler? oui, j'ai envie d'en parler parce que je suis très fier du thème de ce livre. Parce qu'en fait, mes deux premiers bouquins qui sont sortis chez Artaud, c'était pratiquement la même chose, mais c'était des photos de lieux. Mais le texte, c'était toujours moi, je visite le lieu, je passe par un trou de grillage, je rentre dans le lieu, je le visite, je ressors. Et c'était tout le temps à la première personne. Et en fait, à un moment, je me suis dit, bah là, comme Albin Michel m'a contacté pour faire un troisième livre, ce serait cool d'avoir un thème qui change. Et j'avais cette idée un peu dans la tête qui me trottait, c'est de faire des récits fictifs, mais inspirés de la réalité, des gens qui ont vécu dans ces lieux. Parce que souvent, on se dit, waouh, on se demande toujours comment c'était dans ces lieux quand ils étaient en activité. Et ben, je me suis dit, je vais prendre ça vraiment premier degré et je vais faire des récits écrits par des gens qui ont vécu dans ces lieux. Et pour certains, c'est vraiment des récits où pratiquement juste le prénom a été modifié parce que j'ai pu contacter des gens qui ont vécu dans ces lieux et à qui j'ai envoyé les textes en préparation et qui m'ont confirmé que c'était bien ça. Il y avait deux, trois petites erreurs à corriger, mais sinon j'étais dans le vrai. Du coup, c'est vraiment chouette de pouvoir proposer une variété de textes qui est le reflet aussi de l'urbex, parce que l'urbex, c'est pas que des châteaux, c'est aussi des Mm. usines, ça peut être des péniches, ça peut être des bases militaires. Du coup, faire des textes très différents, bah, c'était vraiment chouette d'un point de vue narratif, en fait. C'est je m'efface et je laisse parler les lieux, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis fier avec ce livre. Je mettrai tous les liens, en fait, de toute manière, en bas du podcast, sur la description du podcast, qui renverra à tes différents comptes. Et ben, je te remercie encore énormément pour ce petit moment passé ensemble et ce dialogue. Bah, Euh, merci pour l'invitation, c'est cool. Génial. Et à bientôt. À bientôt.